conférence a deux objectifs. Le premier, c'est de vous présenter un rapport d'observation sur lequel l'association a enquêté. Et deuxièmement, par la même occasion, ça va vous montrer un petit peu la manière dont on diligente une enquête ufologique. C'est pas la panacée, il y a plusieurs méthodes évidemment, mais du moment où on respecte certaines règles, quelle que soit la méthode, on fait en sorte que cette enquête puisse à la fin être recevable. Alors cette enquête a fait l'objet de deux parutions dans notre numéro de Logosphère, le magazine, comme dit Languedoc, publie. L'enquête a été coupée en deux parce qu'elle était assez volumineuse et elle a fait l'objet d'une première parution dans le numéro 13 de septembre 2020 et dans le numéro 14 de mars 2021. L'observation se situe sur le hameau de Morin qui fait partie de la commune de Latte que l'on voit ici. Alors pour vous situer à peu près le petit point ovale qui représente les arènes, donc nous sommes à vol d'oiseau à peu près à 5 km, 5 ou 6 du lieu d'observation. L'hameau de Morin se trouve ici, le littoral se trouve à environ 4 km et demi, et entre les deux, il y a des zones côtières, l'étang du Méjean, et des lagunes protégées. Voilà, nous sommes le 24 décembre 2015. C'est un couple. Lui s'appelle Olivier, son épouse s'appelle René. Ils se trouvent à l'étage de leur villa. C'est une villa à 2 niveaux. René se trouve dans la salle de bain en train de préparer des affaires et Olivier se trouve dans la chambre en train de visionner un film. À un moment, René appelle Olivier en lui disant « Écoute, viens voir, il y a quelque chose de bizarre dans le ciel. » Bon, Olivier est installé confortablement, il regarde un film. Il ne prête pas une attention particulière à ce que lui dit son épouse. Laquelle le rappelle en disant « Écoute, viens voir parce que là, il y a quelque chose d'inquiétant, il faut que tu viennes. » Bon, il se lève, il la rejoint dans la salle de bain, et par la petite fenêtre à un battant, il voit comme une escadrille de lumière rouge, a priori, rouge pâle, avec des intervalles réguliers, en formation d'un grand V immense, et cette formation avance en direction de leur maison, à tel point qu'à un moment donné, ce phénomène va passer au-dessus de leur toit, à environ une trentaine de mètres au-dessus du sol. Alors Olivier regarde sa montre, il note l'heure, il est exactement 21h18 et il mémorisera cette heure. Alors ce phénomène a l'air vraiment impressionnant tant en largeur qu'en hauteur, puisque au-dessus de ces lumières qu'ils aperçoivent, ils semblent distinguer d'autres lumières qui, elles, sont par contre plus diffuses. Alors là, je vais reprendre intégralement les termes employés par les témoins. L'ensemble est bien plus grand qu'un avion de ligne et se déplace silencieusement à la vitesse du pas de l'homme. C'est très imposant, 20 mètres de haut ou plus, à tel point qu'il se demande s'il n'y a pas deux phénomènes superposés. C'est ce que je viens de vous dire. Olivier et René se trouvent dans la salle de bain, mais la fenêtre est assez étroite. Donc pour faciliter leur observation, ils vont se déplacer dans la chambre à côté, où là, ils ont une fenêtre à 2 battants, et c'est beaucoup plus facile pour observer ce qui va se passer au-dessus de leur maison. Alors, Olivier va se concentrer sur les quelques lumières qu'il va voir, parce qu'en fait, le phénomène commence à passer au-dessus de la maison, et il reste 2 ou 3 lumières sur lesquelles il va focaliser son attention, et qui va nous permettre d'avoir une description assez précise du phénomène. Chacune d'elles, on parle des lumières, est froide, de couleur orange, terne, de pâle, et s'inscrit dans un ovale. Il compare cet ovale à une table de salon. Au milieu de cet ovale, il discerne un dôme de lumière, comme un saladier renversé, avec des gros grains lumineux, blancs orangés. En dessous de ces lumières, il voit 2 ronds, 2 trous, au travers desquels la lumière émise éclaire la structure avoisinante. Voilà, d'après les premiers détails que l'on a, on s'aperçoit qu'il y a, on parle de chaque émission de lumière, il y a une source principale lumineuse qui apparemment est composée de petits grains, comme une grappe en fait, et à côté de cette source principale lumineuse, il y a 2 ronds, 2 trous, d'où émergent, on va dire, des lumières secondaires, qui sont moins fortes.
Alors là, ce qui est intéressant, par contre, en dessous de ces lumières, deux rangs de trous, au travers desquels la lumière émise éclaire la structure avoisinante. Dans là, un détail nouveau, on s'aperçoit que non seulement ils observent des lumières, mais aussi que ces lumières, on a l'impression qu'elles éclairent une structure dans laquelle ces lumières s'inscrivent. Donc, a priori, il n'y a pas que des lumières, il y a quelque chose qui supporte ces lumières. Et cette structure, d'ailleurs, pour les témoins, de nouveau, est en forme de grain rapproché. C'est une structure granuleuse. Alors, Olivier a trouvé sur Internet des illustrations qu'il nous a confiées et qui, pour lui, sont très ressemblantes à ce qu'il vient de décrire. Là, on voit une structure granuleuse, bien sûr, et ici, les grains qui forment ces sources de lumière. Et, à un moment donné, il distingue nettement des jets de gaz ou de vapeur projetés à tour de rôle par les deux ouvertures du dessous, en 2 ou 3 secondes, comme du Karcher. Il compare aussi la structure granuleuse à du carbone, dont les côtés sont ajourés, avec des trous puis des tiges aux extrémités. Ces tiges sont fines et font environ 2 mètres. En dessous de la structure, il décrit tout autour une jupe qui descend, dentelée et irrégulière, travaillée avec des rebords et des chanfreins. Selon lui, ce qu'il observe est manufacturé et évoque un appareil militaire expérimental. Vu la très faible vitesse de cet engin ou de cet appareil, il redoute à ce qu'il ne vienne à tomber, à tel point qu'il fait remarquer à son épouse, pourvu que ça ne s'arrête pas, sinon on se barre. Bon, là, on va revenir sur plusieurs points intéressants dans cette description. On voit qu'il y a un nouvel élément d'observation, à savoir des jets de gaz ou de vapeur, dans les 2 dernières lumières qu'il est en train d'observer avant qu'il disparaisse de son champ de vision. Ce sont des jets de vapeur, on verra tout à l'heure, en forme triangulaire, et lesquels jets ont pour effet de pousser la brume environnante. Il compare aussi la structure granuleuse à du carbone. Alors, au cours de ces descriptions, Olivier emploiera souvent le mot cuivre, mais aussi, plus fréquemment, le mot carbone, dont les côtés sont ajourés, avec des trous, puis des tiges aux extrémités. Voilà, là on voit qu'il emploie un vocabulaire quand même assez spécifique, hein, puisqu'on parle de trous, de tiges, d'extrémités. Ensuite, il emploie des mots, un vocabulaire spécifique également, puisqu'on voit une jupe qui descend, dentelée et irrégulière, travaillée avec des rebords et des chanfreins. Alors les témoins qui sont un petit peu habitués à, comment dire, à l'immobilier, à la brocante, aux meubles, à l'architecture, etc., ils vont comparer l'extrémité de cette structure, comme s'il était habillé d'une doucine. La doucine, c'est un mot qu'ils ont employé souvent aussi. La doucine en architecture, c'est une petite forme arrondie qui épouse exactement la forme d'une extrémité, l'extrémité d'une structure, et qui revient par-dessous, dans un souci de protection, évidemment, et d'esthétique en même temps. Alors pour eux, c'est indéniable que ce qu'ils sont en train d'observer, c'est quelque chose qui a été usiné, qui est manufacturé. Et dans un premier temps, ils vont se dire, mais ça doit être un appareil extraterrestre, c'est pas possible. Puis après, ils se ravisent rapidement en disant, non, ça peut pas nous arriver, c'est incompréhensible, ce doit être beaucoup plus simplement un appareil militaire expérimental. Et c'est la version qu'ils vont conserver jusqu'à nos derniers contacts qu'on a eu récemment. Pour eux, ils ont été témoins de l'évolution d'un appareil militaire à un stade expérimental. Alors justement, cet engin, si on peut parler d'un engin, se déplace à la vitesse du pas de l'homme, donc c'est assez lent. Et un engin de cette taille et de cette hauteur qui se déplace si lentement au-dessus d'une maison, je pense que ça a dû les effrayer, ou du moins les inquiéter quelque peu, puisqu'Olivier a dit à son époux, si ça s'arrête, je barre. Donc on voit là quand même, il y a un petit sentiment d'insécurité tout à fait compréhensible. Alors, il faut vous dire qu'Olivier, lorsque le phénomène maintenant disparaît de son champ de vision, il descend au rez-de-chaussée, traverse le jardin et rejoint son épouse qui est au fond du jardin en train de voir le phénomène passer au-dessus et qui, au bout de 2 minutes, va ensuite disparaître complètement de leur vue. Et puis il va constater en la rejoignant qu'elle est en train de prendre des photos avec un appareil numérique, d'ancienne génération, avec un flash automatique.
Alors là, il va la réprimander en quelque sorte en disant arrête parce que si jamais on se fait repérer avec les flashs, ça risque de se retourner contre nous et c'est pas prudent. Donc elle arrête de prendre des photos. Malgré tout, elle a pris 3 clichés, ce qui est bien déjà, et on aura l'occasion de reparler très bientôt. Voilà, donc on a un témoignage, un rapport d'observation avec 2 témoins. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va retrousser nos manches, on va se réunir avec Jean-Baptiste et Jacques qui sont là, on va discuter, et puis on va se dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser quelle méthode? Eh bien, on va commencer, et on va s'apercevoir que les facultés des témoins ne seront pas altérées. Bon, vous allez dire, nous sommes à 24 décembre. En général, c'est une soirée familiale, un petit peu festive, on peut prendre un apéritif ou 2, on peut faire un repas amélioré, il y a un réveillon. Ben non, ce n'est pas le cas, pas du tout. Chez Olivier et René, ce n'est pas le cas, et pourquoi? Parce que chaque année, le 25 décembre, ils ont pour habitude d'aller en Espagne faire un voyage, c'est une tradition, c'est un rite, et d'aller dans un hôtel où ils ont l'habitude d'y aller. Donc, on peut très bien s'apercevoir que leurs facultés ne sont pas altérées, ils n'ont pas consommé d'alcool, par exemple, ils n'ont pas fait la fête, ils sont tout à fait sereins. Olivier et René sont d'accord sur l'effet observé, c'est-à-dire 15 à 16 lumières espacées, se déplaçant de manière rectiligne dans une direction qui n'a pas varié du début jusqu'à la fin. Alors Olivier, lui, est retraité du commerce, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui s'exprime très bien. René, quant à elle, est fonctionnaire en milieu hospitalier, elle est toujours en activité. Leurs hobbies sont, pour lui, la musique. Pour tous les deux, les brocantes, ils ont l'habitude, en général, d'aller le samedi faire des brocantes. Ils ne recherchent aucune publicité ni profit, et en fait, ils veulent avoir une explication ou un conseil, parce que ce qu'ils ont vu les questionnent fortement. Alors, le soir même, après l'observation, Olivier va coucher sur le papier des croquis, et il poursuivra même le lendemain en Espagne sur des feuilles de courrier, sur du papier à lettres, en tête de l'hôtel où il se trouve d'ailleurs, et il réalisera au total 5 croquis que nous verrons tout à l'heure. Alors l'observation a donc eu lieu le 24 décembre 2015, et Olivier et René nous ont contactés en novembre 2016, donc 11 mois après, parce que pour eux, avant de déménager, il était inconcevable de quitter la maison qui avait été le théâtre d'observation hors du commun, avant d'en faire part à un organisme spécialisé ou à une association ufologique. Ils ont donc cherché sur Internet une association locale susceptible de les aider. Ils ont trouvé nos coordonnées par ce biais. Voilà, donc on a recueilli 2 témoignages, on a évalué un petit peu la fiabilité des témoins. Maintenant, on va continuer par les données météo. On a regardé sur le site de Météo France et on a regardé sur la commune de Latte le temps qu'il faisait et les conditions météo dans le créneau horaire qui nous intéresse. Alors, le 24 décembre 2015, donc de 20h à 23h, le créneau horaire qui nous intéresse est ici, entre 21h et 22h pour 21h18. On s'aperçoit qu'il y a de la nébulosité 7 sur 8, c'est-à-dire qu'il y a une brume assez consistante. Ce n'est pas du brouillard, la brume et le brouillard, c'est pas pareil. Donc de la brume, ensuite une bonne visibilité qui est de 5 km environ, une température de 13 degrés, c'est une température de saison, 95% d'humidité, c'est pas mal, c'est une forte humidité, en correspondance avec la saison quand même, et la proximité de la mer et des étangs. Nous avons un vent de 11 km/h avec des rafales de 15 km/h, c'est ce qui est comparable en termes de marine à une brise légère, avec un vent de 60 degrés, de l'azimut 60 degrés, et qui vient du nord-est. La pression de 1031, en 1031, là on est dans la haute pression, sachant que le mauvais temps correspond à une zone de dépression, et la dépression intervient lorsque la pression en hectopascal est inférieure à 1015 millibars. Absence de précipitation durant toute la soirée. Voilà donc les points importants qui seront intéressants pour la suite.
de la brume, 95% d'humidité, un vent de nord-est avec des rafales à 15 km/h et 1031 hectopascales. Alors, d'après les indications données par les témoins sur le lieu de l'observation, le phénomène provenait de l'azimut 110, c'est-à-dire de l'est au sud-est, et se déplaçait en ligne droite vers l'azimut 290, c'est-à-dire l'axe ouest-nord-ouest. Voilà, sur la rose des vents, on s'aperçoit un petit peu mieux de la direction du vent, donc du sud, de l'est au sud-est vers l'ouest-nord-ouest, hein, voilà. Alors, là, c'est une photo récupérée sur Google Earth qui localise la maison des témoins où a eu lieu l'observation. Donc, les chambres des témoins se trouvent ici. Elles donnent sur le lotissement et sur les parkings avec les ruelles qui desservent les maisons voisines. Les fenêtres se trouvent ici et le phénomène avançait comme ceci. Il passe au-dessus de la maison, il poursuit sa route et les pins qui ont masqué le phénomène à la vue des témoins, lorsqu'il a disparu, se trouvent ici. Le jardin des témoins se trouve là. Alors, là, ce qui est intéressant, à bout de bras, les témoins estiment la largeur du phénomène entre 80 cm et 1 mètre. C'est-à-dire lorsqu'ils élèvent les bras, ils espacent les bras de 80 cm à 1 mètre pour avoir une estimation de la largeur du phénomène qu'ils ont vu. Et pareil, pour la hauteur du phénomène, l'épaisseur, on va dire, il la situe à bout de bras entre 20 et 30 cm, c'est-à-dire la largeur d'une main et demie environ. Et il précise bien que le phénomène passait à 15 mètres au-dessus des pins, lesquels pins ont une hauteur de 15 mètres également, donc environ 20 à 30 mètres au-dessus du sol. Jusqu'à présent, on a recueilli des témoignages, on a regardé un petit peu les conditions météo, on va continuer en faisant l'entourage des témoins, et on leur a demandé s'ils en avaient parlé à des amis ou à des membres de leur famille. Alors ils nous ont répondu que leur cercle d'amis est à peu près restreint, il n'y a pas un grand nombre d'amis. Ils en ont quand même fait part à quelques-uns d'entre eux, mais sans recevoir d'écho favorable. Olivier en a parlé à son fils de cette observation, lequel, le fait, ne l'a pas pris au sérieux du tout. Hein. Le voisinage, alors là on est dans un lotissement vraiment tranquille. C'est un lotissement qui est occupé par des retraités ou des personnes âgées. Il n'y avait pas de festivité particulière ce soir-là, pas de barbecue à l'extérieur. Les gens réveillonnaient chez eux tranquillement et en famille, et on a pu le vérifier sur place également avec les enquêteurs. Voilà, on a fait l'entourage des témoins, on a fait un peu le voisinage des témoins. On va regarder un petit peu du côté du GEPAN si, dans les cas qui sont archivés, on a des rapports d'observation qui correspondent aux jours et aux horaires indiqués par nos témoins. Alors, on a 4 cas qui sont signalés par le GEPAN ce soir-là, donc pour la soirée du 24 décembre, entre 18h et minuit, mais aucun d'eux ne se situe dans la région, puisque nous avons une observation dans les Alpes-de-Provence, dans l'Essonne, à Belfort et dans le Val d'Oise. Alors, ces cas, qui sont tous classés B, on verra à quoi correspond cette classification juste après, ces cas, dans la nature des faits observés dans ces archives, ne correspondent pas du tout à ce qui a été observé par nos 2 témoins à Morin, s'agissant probablement de méprise ou de confusion entre, par exemple, la planète Jupiter, Vénus, la Lune ou encore un reflet dans un avion. Et effectivement, j'ai consulté ces archives, on voit bien que dans ce qui est rapporté, ça ne correspond pas du tout à la description de nos 2 témoins, et les photos ou les croquis qui y sont annexés s'aperçoivent quand même que c'est très probablement des méprises, comme il y en a beaucoup. Alors un petit rappel pour la classification du GEPAN. Bon, il y a 4 classifications. Les 2 premières, les cas A et les cas B, concernent des cas probablement expliqués avec un niveau d'étrangeté pratiquement nul ou faible. Le cas C concerne les cas inexpliqués peu consistants sans caractère d'étrangeté. Et ce qui nous intéresse, ça va être ici. Là, j'appuie un peu trop vite. Voilà, ici le cas D1 et le cas D2. Le cas D1
concerne les cas inexpliqués, peu consistants, mais avec un caractère d'étrangeté marqué. Et le cas D2, également des cas inexpliqués, mais étranges et suffisamment consistants pour que toutes les hypothèses envisageables aient été réfutées. C'est-à-dire que là, dans le cas D2, il y a un travail de fond réalisé par le GEPAN, je l'espère, de manière à ce que toutes les hypothèses qu'ils émettent en fonction de toutes les données qu'ils peuvent glaner à droite et à gauche en géologie, en météorologie, en navigation aérienne et j'en passe, toutes ces hypothèses-là sont réfutées. Alors pour la petite histoire, il y a seulement 3% des enquêtes réalisées par le GEPAN qui sont classées en cas D2. C'est vraiment pas beaucoup, mais 3%, ce n'est pas nul comme on dit. Voilà, ben on continue à se réunir avec Jean-Baptiste et Jacques, et puis on se dit, ben voilà, où est-ce qu'on en est? Ah ben au fait, oui, on va voir ce qui peut être regardé du côté de la situation astronomique pour ce soir-là. Qu'est-ce qui a pu se passer dans le ciel, qui aurait pu éventuellement être pris pour un phénomène non identifié? Alors ce soir-là, la Lune était ce qu'on appelle la Lune gibbeuse croissante, hein, c'est-à-dire qu'elle est en phase de grossissement. Et par exemple, là, elle est presque pleine, et elle sera pleine d'ailleurs le lendemain, le 25 décembre, puisque ce sera la pleine Lune. Alors ce qui est intéressant, c'est que la Lune se situe ce soir-là à 45 degrés, donc à l'est-sud-est, c'est-à-dire exactement dans l'axe d'apparition du phénomène. Et par ailleurs, ce soir-là, aucune étoile remarquable n'était visible dans le ciel. Au mois de décembre, Vénus n'est visible que le matin, et Jupiter n'était pas visible du tout, et sinon, pas de phénomène astronomique particulier. Voyons maintenant ce qu'il pourra en être du côté du trafic aérien. Est-ce qu'il n'y a pas eu un phénomène particulier concernant la navigation aérienne qui aurait pu prêter à confusion? Alors, nous avons l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée qui est situé à 8 km au sud de Morin, et donc le trafic termine, lui, à 23 heures. Donc, aux environs de 23 heures, puisque souvent, le dernier avion qui décolle, si je ne me trompe pas, c'est celui de la Poste, il décolle entre 23 heures et 23h20, ça dépend. Ensuite, il y a l'aérodrome de Candillac qui, lui, est situé plus loin, puisqu'à 18 km du lieu d'observation. Bon, là, par contre, il n'y a aucun trafic nocturne, puisque c'est un aérodrome. Il n'a pas de vocation commerciale. Son activité réside essentiellement dans l'activité d'aéroclub, d'école de pilotage, de brevet de pilote, de club ULM, ou encore de baptême de l'air. Voilà. Bon, pour la petite histoire, Jack Green est affilié à cet aéroclub. Voilà, donc côté trafic aérien, pour l'instant, rien de spécifique. Revenons maintenant sur les photos qui ont été prises par René, quand ils étaient au fond du jardin, et que le phénomène disparaissait, ou était sur le point de disparaître de leur champ de vision. Alors ce sont des photos que j'ai augmentées en luminosité, parce qu'au départ, elles étaient pratiquement inexploitables. On apercevait pour la majorité de l'image que du noir, avec peut-être des fragments d'arbres et de branches ici. Donc j'ai augmenté en luminosité pour qu'on puisse éventuellement voir un peu plus. Malgré tout, le phénomène observé devrait se trouver ici, légèrement au-dessus des arbres, et il était dans la direction de fuite, on va dire. Alors bon, on voit bien qu'il n'y a rien, malheureusement. Les premiers étaient concertés, ce sont les témoins évidemment. Il s'agit d'un appareil Lumix ancienne génération, hein, quelque chose de basique. Mais bon, c'est quand même intéressant de noter qu'il est assez rare que sur des observations de phénomènes aérospatiaux non identifiés, les témoins aient le loisir non seulement de penser à prendre une photo, mais en plus que l'appareil de photo fonctionne. En général, lorsqu'on pense à prendre une photo, l'appareil ne fonctionne pas. Lorsqu'on n'y pense pas, l'appareil serait prêt à démarrer. C'est souvent comme ça. Bon, là, en fait, on aperçoit quelques petits ronds, hein, ce sont ce qu'on appelle des orbes, ce sont des particules de lumière, ou des particules de poussière, pardon, ou d'humidité. Hein, ce soir-là, il y a 95% d'humidité, donc l'air est chargé en gouttelettes, si on veut, et lesquelles sont éclairées de suite par le flash lorsqu'il entre en fonction. Bon, là, pareil, deuxième photo, on n'en voit pas plus, non, mais qui devrait se trouver là. On ne le voit pas, on ne voit pas de lumière rouge-orangée. Quant au troisième cliché, je ne l'ai pas mis parce qu'il n'apporte pas d'indication supplémentaire.
En voyant maintenant les 5 dessins réalisés par Olivier, non seulement le soir même de l'observation, mais le lendemain, lorsqu'ils étaient en Espagne. Alors là, on s'aperçoit qu'il y a deux dessins. Le premier concerne la source principale de lumière, hein, la structure éclairée, et la deuxième, les 2 trous, ici, desquels sont observés des jets de gaz ou de vapeur qui seraient projetés à l'horizontale. Bon, ces croquis reproduisent les lumières, hein, et non pas l'ensemble du phénomène, bien sûr. Voilà, alors là, deuxième croquis réalisé par Olivier, leur maison, donc leur plan d'observation, le phénomène qui passe, les structures avec les émissions de gaz, de jet ou de vapeur. Voilà, alors là, c'est un dessin qu'Olivier a réalisé qui concerne les tiges fines dont il parlait, qui font environ 2 mètres. Lesquelles tiges fines partaient de la source principale de lumière, ici, où l'on voit les grains. Cette sorte de tige environ 2 mètres, suivait la structure, et ensuite de cette structure débordait ces deux aspérités. Voilà donc le même dessin qui est complété, avec en bas donc les fameuses jupes dentelées et irrégulières que les témoins ont décrites. Hein. Donc c'est quand même particulier, c'est bizarre. Non seulement on a des lumières, mais on a aussi une structure, mais aussi des artefacts, des aménagements de cette structure. Voilà donc dernier croquis réalisé par Olivier, hein, la formation en forme de V, pas de bruit, pas de fumée, arrivée de la poste jusqu'à la maison pour l'observation, 2 minutes. Voilà donc l'OVNI est situé pour venir en direction de la poste, si on veut, qui est pas loin. Et pour venir de la poste jusqu'au-dessus du toit de leur maison, cela a pris 2 minutes. Comme cela prendra 2 minutes aussi pour partir au-dessus de leur toit et de disparaître de leur champ de vision. Donc pas de vent, nuageux, on s'aperçoit que ça correspond pour l'instant à peu près au rapport météo qu'on a récupéré 1 an après. Voilà, donc là, ce sont des investigations qu'on a faites à partir du mois de novembre 2016. Et à OVNI Languedoc, on a l'habitude de contacter les témoins assez souvent, non seulement pour avoir leur ressenti, il peut leur arriver qu'en les recontactant, ils veuillent nous confier des choses supplémentaires qu'ils n'avaient peut-être pas envie de nous dire dès le début, ou alors de nous confier des détails dont ils se sont souvenus, ou alors justement de savoir simplement s'ils n'ont rien vu d'autre depuis leur observation initiale. Et nous les recontactons fin 2018, et là, Olivier nous dit, écoutez, venez, parce que il y a des souvenirs qui me sont revenus à l'esprit, en plus de ce que j'avais couché sur le papier, et ça va non seulement confirmer ce que je vous ai dit en premier, mais ça peut aussi vous éclairer, parce que les détails seront peut-être plus précis. Alors, ces sphères lumineuses, elles sont au nombre de 16, hein, puisqu'au début, nous disait c'était 15 ou 16, mais là c'est bien 16. Donc, des sphères lumineuses qui sont translucides. Alors, translucide, bon là, on s'aperçoit aussi que c'est une lumière en elle-même n'est pas translucide, mais si on parle de translucidité, ça veut dire qu'il y a quelque chose de solide qui laisse passer la lumière, mais qui par contre n'est pas aussi transparent que du verre, par exemple. Alors translucides et qui sont composés d'œufs transparents, c'est ça, donc ça confirme ce que nous avait dit en premier, qui nous rappelle des systèmes optiques. Ah, là, nouvel élément intéressant, des systèmes optiques, mais qui dit système optique dit système d'observation, et qui dit observation dit observateur et observé. Ce qui voudrait dire que non seulement ils ont peut-être été observés, mais en tout cas, c'est fortement ce qu'ont ressenti les témoins, ils ont le sentiment d'avoir été observés. Voilà, donc pour rappel, le genre de grain qui pouvait constituer la source principale de lumière. Donc, à côté de chaque grappe, il distingue 2 orifices éclairés, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, éclairés de l'intérieur. Leur couleur est une dominante orange. Il estime que le diamètre de chaque source de lumière a 15 ou 20 cm.
Ce sont quand même des détails assez précis. Alors, la structure du phénomène est éclairée par ces lumières, la structure immédiate, on va dire, et à la texture du carbone. Et ce carbone a, d'après René Olivier, une couleur bronze. Alors le carbone, il y a des scientifiques dans la salle, je parle seulement contre eux. Le carbone, c'est un élément composite qui est fabriqué principalement à partir du diamant, mais la fabrique de carbone à partir du diamant revient extrêmement cher, si ce n'est pour fabriquer des petits outils en technologie, en nanotechnologie ou en technologie de pointe. Le carbone, on le retrouve dans l'aéronautique, dans le nautisme, dans la Formule 1 aussi, parce que c'est un matériau qui est très solide et qui est à la fois très résistant. Alors la couleur bronze d'Olivier, dont il nous fait état, voilà, c'est à peu près ça. C'est assez ressemblant pour lui dans la structure, dans la texture et dans la couleur. Il nous confirme donc pendant 3 secondes d'avoir assisté sur 2 des lumières donc à un jet assez doux de gaz ou de vapeur en forme de triangle qui a pour effet, que nous ai dit, de déplacer à l'horizontale la brume environnante. Alors cette source gazeuse est longue d'1 mètre, se trouve juste avant la dernière lumière ou grappe du présumé fuselage. Il est fort possible qu'il y ait eu d'autres émissions de jets de gaz au niveau des autres sources de lumière, mais elles étaient masquées. Pour conclure, Olivier a donc observé ce qu'il assimile à l'extrémité arrière-gauche du phénomène avant qu'il ne passe au-dessus de la maison. Alors là, nous étions donc en 2018. 2 ans après, on reprend contact avec eux, on échange par téléphone, on discute un petit peu. Là, Olivier nous dit, écoutez, venez parce que, à force d'en parler avec mon épouse, elle a réalisé des dessins. Alors il faut savoir que René, notre hobby, c'est la reproduction de tableaux. Elle est très forte d'ailleurs, j'ai vu des reproductions assez impressionnantes. À partir d'un modèle, d'une image ou d'une photo, elle va reproduire presque à l'identique l'original. Mais elle se défend d'être une dessinatrice, elle est coloriste. Pour elle, elle est plus intéressée par la reproduction des couleurs que par la reproduction en un dessin, à tel point que les dessins, elle va les reproduire en 2 dimensions, parce que pour elle, la 3e dimension, elle ne peut pas faire. Mais vous verrez que c'est quand même intéressant. Alors, les 2 dessins qu'ils vont nous confier ont été réalisés par René. Voilà. Bon, c'est du dessin réalisé sur papier toilette, qui est réservé le plus souvent aux professionnels de dessin ou de la peinture. Alors, le premier dessin, alors on voit la structure est dentelée, comme Olivier nous l'avait décrit. Ici, une tétine, il emploie souvent ce mot pour décrire cette espèce de proéminence avec comme une petite antenne au bout. La source principale de la lumière, de chaque lumière, avec ici les 2 trous supplémentaires, desquels provenait une lumière plus diffuse et plus discrète. Olivier précise que les corps réalisés par son épouse sont extrêmement fidèles à celles qu'ils ont observées. Notez les 2 sources lumineuses sphériques, d'accord, et ici ce qu'il appelle la grappe, cette émission de lumière. Voilà, donc cette émission de lumière, il n'a réalisé que la moitié du dessin, parce qu'il faut s'imaginer, vous vous souvenez au début, on a parlé de forme de saladier renversée constituée de grains. Ben, c'est ça, il faut s'imaginer que l'ensemble fait ceci, de forme ovale. Alors, en ce qui concerne ce dessin, chaque sphère est estimée à 60 cm. Alors, ils ont noté un aspect laiteux, transparent, et à l'intérieur, une lumière. Mais cette lumière était mobile, donc ça, c'est nouveau. Donc, ce qui doit suggérer un instrument optique, ou du moins un appareil d'observation. C'est quand même particulier, une lumière à l'intérieur d'une structure. Souvent, la lumière est immobile. La source de lumière est immobile. Mais là, on a une lumière, on a l'impression qu'elle bouge, qu'elle est mobile. C'est pour ça que ça leur a suggéré un appareil optique. Alors, chaque œuf qui constitue cette sphère a environ une taille de 10 cm, et il rappelle de nouveau leur aspect gélatineux, identique pour eux à des œufs de grenouille, par exemple. Voilà, bon, on a commencé à bien avancer, mais on n'a pas fini.
on va se dire, tiens, on va envoyer des courriers un peu aux autorités. Alors, on va envoyer un courrier au directeur de l'aéroport en lui demandant si, au lieu des périodes indiquées, des anomalies relatives au trafic aérien auraient été notées. Bon, pas de réponse, malgré une enveloppe timbrée avec l'adresse de retour. Bon, ce qui me rassure, c'est que le budget de l'aéroport n'a pas été grévé, au moins. Ensuite, le commissariat de police à la pareil, est-ce qu'ils auraient été saisis de fait durant cette période et est-ce qu'un rapport éventuellement a été rédigé? Là aussi, ça me rassure. Bon, on ne va pas baisser les bras pour autant, on va taper plus haut carrément. On va s'adresser au général, s'il vous plaît, commandant la zone de défense aérienne sud-est. C'est ce qu'on appelle plus communément le Centre national des opérations aériennes, ou encore le CODA, commandement de défense aérienne des opérations aériennes, c'est-à-dire pour le quart sud-est de la France, lui qui va décider de la mise en œuvre d'appareils d'interception en cas de navigation aérienne frauduleuse, en cas de navigation aérienne anormale ou en cas d'intrusion dans l'espace aérien concerné. Alors nous avons demandé poliment si, de leur côté, sur les faits et la période et la zone géographique indiquée, ils auraient été saisis d'anomalies relatives au trafic aérien et est-ce qu'ils en auraient eu connaissance? Et là, eh oui, non mais c'est véridique, hein, c'est pas un montage. Hein. On a une réponse. Bon, je vous laisse prendre connaissance de la réponse. Vous pouvez la lire, s'il vous plaît? Oui, tout à fait, oui. Voilà, j'ai mis un logo, mais en fait, ils nous ont répondu par mail et non pas par courrier. Mais ici, c'est l'intégralité des termes employés. Monsieur, par courrier en date du 15 janvier dernier, votre association sollicite les services de l'armée de l'air à travers le Centre national des opérations aériennes pour obtenir des renseignements sur différents phénomènes aériens lumineux non expliqués. Pour votre information, la procédure appliquée pour les observations de phénomènes aériens non identifiés est la suivante. Suite au signalement d'un événement en gendarmerie, le Centre national des opérations aériennes collationne les informations éventuelles et les transmet au GEPAN uniquement. Nous ne sommes donc pas fondés à vous communiquer ces éléments et vous invitons à vous rapprocher du GEPAN. Meilleures salutations, merci, bonsoir et à bientôt. Non, je plaisante. J'étais quand même content d'avoir une réponse autour de cet échelon militaire quand même qui est rarement accessible. Et ce qui est intéressant, c'est de noter plusieurs termes. La procédure appliquée pour les observations de phénomènes aériens. Ah, mais il y a une procédure appliquée, bien c'est récent, ça vient de sortir ou... Non, il y a vraiment une procédure appliquée. Donc ça veut dire que l'armée de l'air prend en compte sérieusement, puisqu'il y a une procédure appliquée, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et que, suite au signalement d'un événement en gendarmerie, le CNOA collationne les informations éventuelles. Ce qui veut dire que le GEPAN, d'une part, reçoit les témoignages et les observations qui sont retracés dans les procès-verbaux de la gendarmerie, mais l'armée de l'air aussi reçoit des observations. Par contre, il faudrait m'expliquer, parce qu'un particulier ne peut pas adresser l'observation au commandement de la région aérienne, c'est pas concevable. Ou en tout cas, il n'y aura aucun retour. Donc, je suppose que les observations et les informations éventuelles que l'armée de l'air reçoit, eh bien, il les reçoit, je pense, de leurs pilotes, ou du moins de leurs équipages, ou de leur personnel au sol, je ne sais pas. Bon, en tout cas, la procédure est celle-ci, transmission des informations au GEPAN uniquement. Voilà. Bon, on continue d'avancer. Hein. On s'est dit, tiens, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Plusieurs points attirent l'attention des enquêteurs. Alors, la qualité des témoins, on y revient rapidement. Des témoins qui sont a priori dignes de foi. Ce sont des gens qui n'ont pas une imagination exacerbée. Ce ne sont pas des amateurs d'éthylisme. Je veux dire, ce sont des gens de bonne constitution, sérieux. Je vous disais qu'ils ne recherchent ni profit ni publicité. Ils veulent juste avoir une explication. La pluralité des témoins. Et oui, là, on n'est pas sur un témoin, on est sur deux. Donc ça renforce un petit peu plus le témoignage. Leur lucidité. Hein, comme on vient de le voir, ils n'avaient pas consommé, ils n'avaient pas fait de réveillon, ils étaient en possession de tous leurs moyens. Bon, par contre, là, vous le confirmez, leur émotion est toujours présente. Hein.
je suis sûr que si on les appelle maintenant au téléphone, on va sentir une émotion qui sera tout à fait identique à celle qui a suivi de suite leur observation. Parce que là, on est quand même les derniers faits, les derniers contacts avec eux. Je ne parle pas de ce qu'on a eu cet été téléphoniquement, mais lorsqu'on s'était rendu chez eux, ça fait à peine un an. Donc, c'est-à-dire 4 ou 5 ans après l'observation, eh ben, je peux vous dire que ça moulinait là-dedans. Ça n'a pas arrêté de travailler. Hein. Donc, une émotion toujours présente et très active. La convergence de deux témoignages. Bon, on sait tous que deux témoignages, deux témoins qui vont rapporter un fait, chaque version sera légèrement différente d'une autre. C'est ce qu'on appelle la fragilité du témoignage. Mais là, je veux dire que les deux témoignages convergent dans la mesure où il y a un rapport qui est fait dans la même direction. Même si les ressentis sont différents, par exemple, René s'est senti émerveillé par le phénomène, tandis que Olivier, lui, a senti comme plutôt une crainte ou une appréhension, même si après, en y réfléchissant, il a trouvé ça très beau. Ce sont ces termes, c'était tellement beau. La description extrêmement détaillée d'Olivier. Alors c'est vrai qu'au niveau de la description, c'est assez rare dans un témoignage d'avoir autant de précision. Alors il faut dire que ça peut être renforcé par le fait que Olivier a réalisé de suite des croquis, ce qui a eu pour effet, je pense, d'activer sa mémoire visuelle et d'éviter que petit à petit la mémoire ne s'efface. Les dimensions inhabituelles du phénomène. Alors là, c'est intéressant parce que, souvenez-vous, à bout de bras, quelque chose qui avait environ 1 mètre de large, sur une dimension à bout de bras aussi de 30 cm, ce qui veut dire que ce sont des dimensions. Alors justement, si on regardait un petit peu, qu'est-ce que ça peut donner comme estimation en dimension? Alors, je ne reviens pas sur les estimations qui sont faites par les témoins. On va prendre par exemple 30 mètres. Donc c'est la distance qui les sépare de leur lieu d'observation jusqu'à la position en hauteur du phénomène. On va multiplier ça par 1 mètre, parce que 1 mètre, c'est la largeur apparente du phénomène à bout de bras, et on va diviser par 0,68, ce qui va donner 44 mètres pour la largeur estimée du phénomène. Mais vous allez me dire, mais 0,68, ça sort d'où? Eh bien 0,68 mètres, c'est la dimension estimée entre l'œil humain et l'extrémité des doigts. C'est une moyenne, évidemment, ça peut varier en fonction s'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant, par exemple, mais c'est une technique qui est assez fiable, en fait, qui est pratique. On a aussi d'autres techniques. On a, par exemple, la technique du millième, une technique qui était utilisée beaucoup avant que tout soit informatisé et automatisé, qui est utilisée beaucoup par les artilleurs et les militaires, pour fabriquer des calculs de tir de manière à atteindre une cible dont on connaissait ou dont on estimait la largeur, mais dont on ignorait la distance. Et on se servait du millième. Le millième, c'est l'angle sur lequel on voit 1 mètre à 1 kilomètre, sachant que sur une circonférence, par exemple, il y a 6400 millièmes. Donc on reprend la même formule pour avoir une estimation de la taille du phénomène en hauteur. Hein, on prend 30 mètres de distance qui nous sépare du phénomène, 0,25 pour la distance apparente correspondant à une paume de main, divisé par 68 cm, on trouve 11 mètres. Bon, donc c'est la dimension verticale. Donc on a une largeur de 44 mètres sur une dimension verticale de 11 mètres, c'est quand même pas mal comme dimension. Alors pour info, j'ai pris un Airbus comme ça parce que c'est ce qu'on va le plus souvent passer au-dessus de la maison. Hein. Alors l'Airbus A300 a une envergure de 35 mètres et une longueur de 37, c'est-à-dire qu'on pourrait le placer dans un carré parfait en fait, hein, et une hauteur de 11 mètres. Alors là, évidemment, c'est une coïncidence, hein, puisqu'il aurait à peu près, il aurait la même hauteur que la dimension qu'on vient d'estimer. Mais en ufologie, on est habitué aux coïncidences de toute façon. Alors là, on vient de voir les dimensions du phénomène. L'absence de bruit, ça nous a attiré aussi. Les témoins ne s'intéressaient pas à l'ufologie avant de nous contacter. Donc, ils n'étaient pas supposés savoir que les ovnis, en général, ne font pas de bruit. À part, quelquefois, quelques bruits qu'on peut assimiler à un bourdonnement d'abeilles ou à un grésillement, par exemple, un transformateur électrique, quelque chose comme ça. Mais en général, un phénomène aérien non identifié ne produit aucun bruit. Les conditions météo.
Alors on voit bien que les conditions météo rapportées par les témoins correspondent point par point au rapport météo de Météo France. Voilà, donc, comme je le disais à l'instant, les témoins ne s'intéressaient pas au phénomène OVNI. Je ne vous cache pas que ça a un petit peu changé quand même. Olivier passe beaucoup de temps sur Internet à essayer de retrouver une description, une image ou éventuellement une photo pouvant correspondre à ce qu'il a vu. Leur questionnement sur le phénomène, qui est toujours important. L'observation date de 2015. 8 ans après, les questions sont les mêmes. Qu'est-ce que j'ai vu? On n'a pas rêvé, on les a bien vus, ce qu'on a vu, ça existe, et c'est du solide, ce n'est pas un mirage. Qu'est-ce que ça peut être? La durée de l'observation, bon, quand est une durée moyenne, puisqu'on est sur 4 minutes, il y a des observations qui durent moins, d'autres beaucoup plus. Les observations qui durent plus que 4 minutes, c'est peut-être par exemple des observations faites par des pilotes d'avion. Hein. 4 minutes, c'est une durée moyenne, je dirais. Voilà, bon là on a bien fait le tour. Hein. On va se réunir de nouveau, puis on va se dire, mais bon, avec tout ce qu'on a, avec les éléments qu'on a, il va falloir quand même voir si on peut présenter aux témoins des hypothèses, non seulement voir s'ils pourraient être d'accord avec ce qu'on va leur proposer, et voir de notre côté si ça tient la route. Alors, on va commencer par une perturbation atmosphérique. Est-ce qu'éventuellement ce soir-là, il y aurait pu avoir une perturbation atmosphérique d'origine électrique? Mais a priori non, puisqu'on a vu tout à l'heure dans le rapport météo, qui correspond point par point aux observations des témoins, le temps était sec, bien qu'il y ait de l'humidité, aucune précipitation dans la soirée, donc aucune perturbation atmosphérique qui aurait pu provoquer un orage ou des éclairs, par exemple, ou encore la foudre. Ensuite, là, on va se rapprocher un petit peu de ce qui nous concerne, puisqu'on va se promener dans le ciel. On a des drones, on a des hélicoptères, on a un avion. Bon, on va commencer par les drones. Alors, souvenez-vous, ils ont vu 15 à 16 lumières, hein, qui voudrait dire que là, à ce moment-là, s'il s'agit de drones, il y aurait eu 16 drones. Oui, c'est possible, pourquoi pas. Mais les drones, maintenant, qui sont envoyés pour, par exemple, créer des figures géométriques, souvent ils sont équipés de LED et ça peut donner un aspect festif. Une petite annotation, une parenthèse, il existe maintenant ce qu'on appelle des ornithoptères. Alors les ornithoptères, c'est un dérivé du drone, mais c'est utilisé seulement à des fins militaires parce qu'il s'agit de mini-drones de quelques centimètres qui sont mus non pas par un rotor, mais par des ailes à l'identique des insectes ou des oiseaux. Et ça permet de faire des reconnaissances militaires, évidemment, très très discrètes. Ensuite, on a l'hélicoptère. Hein. Alors, ces lumières se déplaçaient très lentement. Est-ce qu'elles auraient pu être confondues avec le déplacement d'un hélicoptère? J'ai dit, pourquoi pas? Un hélicoptère, ça peut se déplacer très lentement, ça peut même faire du surplace. Mais par contre, un hélicoptère qui se déplace lentement, ça fait beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que plus un hélicoptère, plus un aérolève se déplace lentement, plus il va avoir besoin d'énergie pour creuser son assiette et éviter le crash. Et qui dit production d'énergie, dit de manière exponentielle, production sonore très importante. Bon là, par contre, au niveau des observations de nos témoins, il n'y avait aucun bruit, on le sait. Ensuite, bon, on va voir un peu plus haut, évidemment, l'avion. Hein. Confusion avec un avion, bon, je pense pas, parce qu'un avion, déjà, comme on le voit, à l'extrémité tribord, un feu vert, à l'extrémité bâbord, bon, on n'est pas sur un bateau, mais c'est pareil, hein, à l'extrémité bâbord, un feu rouge, et au-dessus de Morin, les avions qui évolueraient éventuellement auraient soit en phase d'atterrissage, soit en phase de décollage. Et ça, en phase de décollage d'atterrissage, l'avion est toujours équipé d'un feu blanc puissant à l'avant. On a bien vu les témoins qui ne parlaient pas de couleur blanche, ni de couleur verte, pas de rouge prononcé, mais un rouge pâle, plutôt terne, donc c'est pas le cas. Et puis un avion qui passe à la vitesse du pas de l'homme au-dessus d'une villa donne pas cher de l'état des lieux 15 secondes après. Alors pour la petite histoire, je recommande cette compagnie, là je vois Aérovni Languedoc, j'en ai entendu dire que du bien. Voilà, autre hypothèse proposée, hein, le Skytracker, c'est pas mal aussi. Le Skytracker, c'est une production d'effets visuels à base de laser. Il y a une machine qui produit des faisceaux laser, lesquels faisceaux laser vont s'écraser sur des masses nuageuses ou des masses de brouillard. On
en formant des ronds ou des petites bandes orangées, des petites bandes de forme arrondie ou plate. Voilà. Mais il faut bien penser qu'un Skytracker, c'est un but uniquement festif, décoratif, spectaculaire. On est dans le spectacle. Et là, souvenez-vous, les lumières vues par des témoins se déplacent très très lentement, de manière rectiligne. Les intervalles ne varient pas du début jusqu'à la fin. Alors que sur un phénomène de Skytracker, on est vraiment dans le festif et dans le spectaculaire. Je ne pense pas qu'un Skytracker qui reste là, immobile pendant 4 ou 5 minutes, ça ne doit pas attirer grand monde. Par contre, un Skytracker comme ici, qui bouge dans tous les sens, et qui va bouger de cette manière, et de surcroît, avec d'autres faisceaux associés à côté, ça va attirer beaucoup plus l'attention du spectateur. J'avais pensé, comme moi, les lanternes thaïlandaises, eh ben c'est l'hypothèse la plus séduisante. On va voir pourquoi. Alors déjà, 15 à 16 lumières, ça peut correspondre à lâcher groupé de 15 à 16 lanternes, hein, c'est tout à fait plausible. D'autant plus que les lumières correspondent. Les lanternes thaïlandaises ont souvent une couleur rouge orangée, pâle. Et là, on est sur le même type de couleur que celle de nos témoins. 15 à 16 lumières qui suivent le vent, donc qui se déplacent lentement, puisque nous sommes sur un vent qui est de 11 km/h avec des rafales de 15, donc c'est relativement lent. Et ça pourrait correspondre tout à fait à l'évolution d'un lâcher de lanterne. Effectivement, les teintes rouge-orangées, identiques à celles de nos témoins. Le déplacement lent, puisqu'une lanterne, elle suit le mouvement du vent, hein. Elle n'est pas autonome, elle ne va pas bifurquer à droite, à gauche, monter, descendre, non. En fonction de la combustion de la source de chaleur et de la direction du vent, de la force du vent, elle va suivre une direction bien précise. Alors les flammes vacillantes, effectivement, parce qu'une lanterne thaïlandaise, lorsque la combustion est sur la fin, la bougie va bientôt s'éteindre, mais il y a des petits filaments incandescents qui vont tomber, ça va vaciller, ça va être comme des petites ficelles incandescentes lumineuses, qui sont très jolies d'ailleurs, et qui peuvent être assimilées à un système de propulsion, pourquoi pas. Alors la théorie de Gestalt, c'est intéressant en ufologie parce que c'est le fait pour le cerveau humain de concevoir une forme plutôt que les points qui la composent. René et Olivier ont vu 15 à 16 lumières en forme de triangle. Pourquoi n'aurait-il pas imaginé? C'est une réaction tout à fait naturelle, c'est pas une exagération de leur part, c'est un réflexe du cerveau tout à fait naturel. Ils auraient assimilé la forme de ces lumières éparpillées à un ensemble dans lequel elles se seraient inscrites. Là, des lanternes thaïlandaises, on est le 24 décembre, pourquoi pas. Bon, ça n'a pas été confirmé par le voisinage ni les personnes résidant dans le lotissement, mais pourquoi pas un lâcher de lanterne le soir du 24 décembre pour faire joli. D'accord, donc on a vu un lâcher groupé, des teintes rouges-orangées, un déplacement lent, des flammes, la théorie des formes, à 24 décembre, ok, mais cependant, il y a quelques points qui sont un petit peu récalcitrants. Hein. Certaines particularités sont peu cohérentes avec l'hypothèse des lanternes. Pourquoi? Souvenez-vous, le phénomène arrive en direction de la maison des témoins sur un axe est-sud-est, ouest-nord-ouest. Et le vent, lui, il arrive carrément à la perpendiculaire du phénomène. Bon, c'est le rapport de Météo France, hein, qui correspond également au témoignage des deux témoins. Donc, s'il s'était agi de lanterne thaïlandaise, alors les témoins auraient dû révéler voir de leur gauche et non pas arriver face à eux. Deuxièmement, le couple a vu des lumières, d'accord, mais il a vu autour de ces lumières une structure solide, de couleur bronze, travaillée, manufacturée, là je reprends leurs termes, hein, ce ne sont pas les miens, avec des tiges, avec des jupes, sont leurs termes, hein, c'est les termes employés par les témoins, des tiges, des jupes, là, donc on est bien un petit peu dans la mécanique, dans l'industrie, dans le travail.
dans les gouvernes. Là aussi, ce sont leurs termes. Alors, la gouverne, bon là, par exemple, j'ai mis des gouvernes qui se situent à l'extrémité du nez, ce sont des gouvernes de profondeur. Ça sert à l'appareil qui en est équipé de s'incliner en hauteur ou dans le sens contraire. Ensuite, il parle de dérives aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'ils ont vu, ces témoins-là, les dérives et les gouvernes, n'étaient pas forcément dans l'axe de l'appareil ou du phénomène, contrairement à ce que nos avions ou nos hélicoptères possèdent. Donc, apparemment, il y avait des gouvernes des dérives, mais pas des insoucis d'aérodynamisme. Bon, voilà, j'ai mis une dérive. Bon, une dérive, en fait, c'est une gouverne directionnelle. Voilà, donc tout ça semble assez éloigné d'une méprise due à la perception de forme, parce que, imaginons que les témoins aient supposé voir une forme quand on lance les lumières, comment se fait-il qu'ils auraient pu voir en plus des tiges, des jupes, des gouvernes, des dérives, et j'en passe, il parlait de chanfrein, de doucine, hein, donc ça fait un petit peu beaucoup pour une méprise due à la perception des formes. Ensuite, la faible vitesse du vent, rappelez-vous, 11 km/h à 15 km/h en rafale. Une lanterne thaïlandaise, lorsqu'elle commence à s'élever, elle va être soumise immédiatement à la direction du vent. C'est-à-dire que lorsque le vent est très faible, elle va avoir tendance à s'élever, puisqu'il n'y aura pas de résistance. Et à contrario, lorsque le vent est puissant, elle ne va pas monter rapidement, elle va suivre le mouvement, elle va suivre la direction du vent et sa vitesse, ou du moins va se rapprocher de la vitesse du vent. Ensuite, la disposition géométrique du phénomène n'est pas conforme aux évolutions des lanternes. Effectivement, les lanternes thaïlandaises, lorsqu'elles se déplacent, lorsqu'elles sont dans un courant aérien, on va appeler ça comme ça, elles se déplacèrent dans la direction du vent, mais elles ne vont pas pour autant respecter des espaces et des intervalles réguliers. On est dans un courant, c'est comme lorsqu'on est sur l'eau, si un voilier se déplace et qu'il est exactement dans le sens du vent, eh bien le barreur ne va pas rester les bras croisés, puisque le barreur va toujours être là pour corriger bâbord ou tribord la direction du bateau. Ben là c'est pareil, une lanterne va être soumise à la direction globale du vent, mais elle va être soumise aussi aux fluctuations qu'il y a dans ce courant d'air. Et nos témoins ne font état d'aucune perturbation dans la direction des lumières. Hein. Ils ont toujours respecté la même direction sans varier. En conséquence, l'hypothèse des lanternes thaïlandaises, bon, très séduisante, comme je vous ai dit, ne peut être avancée de manière certaine par les enquêteurs. Voilà, je voudrais remercier Jacques et Jean-Baptiste qui ont participé à ces investigations. Et avant de finir, je voulais proposer une reconstitution tout à fait libre du phénomène que j'ai faite. Il s'agit à partir d'une photo prise depuis la fenêtre d'observation de la villa, de la constitution des lumières. J'aurais pu mettre celles du dessus qui sont un peu plus diffuses, mais j'ai mis la lune, laquelle lune n'était pas visible par les témoins, je le rappelle. Alors, est-ce qu'elle était masquée par le phénomène lorsqu'il s'est rapproché, ou est-ce qu'elle était masquée par la brume? C'est possible. Voilà. Alors, une question on pose souvent, mais l'enquête ufologique est-elle voie à disparaître? Parce que beaucoup de gens nous disent, mais vous faites un travail de fou, là, mais vous passez des heures à faire des investigations, vous allez sur le terrain voir des gens, mais quand même le phénomène OVNI, il existe, puisqu'on a des rapports qui commencent à être déclassifiés, on a des révélations, on a des lanceurs d'alerte, on a des traces radars, on a pas mal de choses. Eh bien, moi, je vais vous répondre, vu qu'il s'agit d'une des plus grandes énigmes de notre temps, j'estime que oui, il faut poursuivre l'enquête, parce que non seulement c'est la demande du témoin, le témoin vient nous voir, mais quelque part il a vécu un petit peu comme un traumatisme, il est contrarié, c'est mal qu'on puisse dire, et si on n'est pas là, alors qu'il nous sollicite, c'est pas très respectueux. Alors des preuves, est-ce qu'on a des preuves? Bon, évidemment, on a des témoins, on a des photos, on a des rapports militaires, on a des traces radars, on a pas mal de choses. Des preuves testimoniales, c'est pas ce qui manque, c'est pas le nombre de témoignages qui manque. Hein. On a aussi des rapports scientifiques, on a des bureaux d'études quand même qui se penchent là-dessus, on a quelque chose
qui devient un peu consistant par rapport à il y a 40 ou 50 ans. Alors malgré tout, est-ce que ces preuves sont suffisantes? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'indices ou de présomption? Parce que si on avait la preuve, bon, la preuve, là, le rapport d'enquête dont je viens de parler, il tient là-dedans. Bon, ça, j'estime que c'est une preuve, puisque le phénomène OVNI existe. S'il n'y avait pas de phénomène OVNI, il n'y aurait pas de dossier d'enquête. Bon, après, si on parle de l'origine du phénomène, là, c'est un autre débat, par contre. Donc, pour finir, il faut adopter une étude d'esprit extrêmement ouverte. Il ne faut pas partir faire une enquête avec des préjugés ni des idées préconçues, évidemment. Ça pourrait que nuire à l'enquête et au recueil des témoignages. Ne pas tirer de conclusions prématurées face à un phénomène de comportement intelligent et la démonstration rebelle. Oui, c'est un comportement intelligent, puisque, par exemple, à Amorin, le phénomène arrive avec une dimension de 40 mètres sur 11, en allant très lentement à la vitesse du pas de l'homme, à passer au-dessus de la maison des témoins, sans tomber, en maintenant une vitesse régulière. Il y a quelque chose qui est en rapport quelque part avec une intelligence, puisque cette technologie demande une certaine intelligence pour que ce mouvement soit réalisé. Et la démonstration rebelle, évidemment, alors on n'est pas en physique ni en chimie, on ne peut pas reproduire un phénomène ufologique à la demande déjà, c'est quelque chose qui est impossible. Par contre, si l'ufologie n'est pas une science, il n'en demeure pas moins que c'est une étude. C'est un sujet d'étude indéniable. Voilà donc 3 mots-clés pour finir. Interrogation du témoin, investigation et analyse statistique. Voilà, je pense que ce sont les trois grandes idées d'une enquête ufologique. Et à partir des analyses statistiques, dont d'ailleurs Thierry vous parlera demain dans la conférence sur le travail de l'association, à partir de ces analyses statistiques, on va pouvoir dégager des caractéristiques. Et à mon avis, les caractéristiques qui émergeront, c'est l'avenir de l'ufologie. Parce que les calculateurs, les ordinateurs développent de manière exponentielle, leurs facultés ne cessent d'augmenter, et ce que pour l'instant on fait à partir de simples logiciels vont être démultipliés dans les années à venir pour dégager des caractéristiques concernant le phénomène OVNI. Voilà donc, restons zen, on va dire, hein, gardons la tête froide, ne confondons pas l'incroyable avec l'impossible. On vient de voir un phénomène incroyable raconté par des personnes sérieuses et dignes de foi. Ce n'est pas pour autant impossible, puisque, a priori, ils n'ont pas rêvé. Et pour terminer, je voudrais reprendre la citation de Joël Ménard, qui nous a quittés, cela fera malheureusement bientôt un an, presque un an, et pour qui l'ufologie, c'était tout envisager et ne rien croire. Merci. Est-ce qu'éventuellement vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Oui. Est-ce que vous pourriez spécifier sur les dessins quelles sont les dimensions de 44 mètres et 11 mètres? Non, sur les dessins, c'est pas précisé ça. C'est pas pris sur les coquilles. Ce sont les témoins qui nous ont déclaré, par exemple, lorsqu'on a été les voir, on leur a demandé de tendre leurs bras, et en fonction de ça, on leur a demandé d'estimer en écartant les bras la largeur du phénomène ainsi que la hauteur, c'est pour ça. Ils ne l'ont pas couché sur écrit, ça. Oui, c'est ça. Les dessins correspondent aux sources de lumière, en fait, et non pas au phénomène entier. Il y a des dessins, effectivement, on le voit, plusieurs de ces lumières qui délimitent le triangle général, mais la plupart des croquis ont été faits par Olivier et concernent ces sources lumineuses uniquement. Ça a disparu parce que c'était masqué par les pins de la maison voisine et c'est passé derrière et ça a disparu comme ça de leur champ de vision. Ça n'a pas disparu instantanément de leur vue. Ça a disparu parce qu'ils ne pouvaient plus le voir en fait. Oui. Vincent, tu as fait allusion tout à l'heure. Est-ce que les témoins que tu as revus ont conservé... Oui, alors là, comme on n'entend pas bien, je vais répéter la question pour la vidéo. Tu me demandes, Jean-Jacques, si les témoins ont conservé un état d'esprit particulier suite à ce phénomène. Est-ce qu'ils ont, comment dirais-je, est-ce qu'ils ont eu un état d'esprit qui a changé après avoir aperçu ce phénomène? Oui, est-ce que l'état d'esprit a changé après avoir aperçu ce phénomène? Oui. Non, non, on n'a pas remarqué chez eux. Non, non. La seule chose qui est constante chez eux, c'est
leur questionnement, leur interrogation. Mais contrairement à d'autres témoins, effectivement, ils n'ont pas varié dans leur manière de penser. Ils n'ont pas, comment dire, je vois à quoi tu peux faire allusion, ils ne voient pas le monde différemment, si tu veux. Ils ne sont pas sous l'influence d'une empathie particulière, quoi que ce soit, non. Non, de ce côté-là, non. Non, non. Mais par contre, ils gardent un certain émerveillement de leur observation. Et comme je te l'ai dit, souvent, Olivier me rappelait, mais qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était beau. Et l'observation qu'ils ont faite, ils auraient continué si malheureusement ça n'avait pas disparu de leur champ de vision, mais il était inconcevable pour eux de stopper, de mettre fin à l'observation tellement c'était beau. Ils ont été émerveillés par ce phénomène. Oui, ils ont été émerveillés, ils ont trouvé ça très beau, hein. Mais sans tomber non plus dans l'émerveillement, quoi, tu vois. C'était un émerveillement comme ils auraient assisté à un spectacle magnifique. Mais, pardon, ils n'ont nullement été effrayés. Non, ils n'ont pas été effrayés. Un peu d'inquiétude de voir ce phénomène passer si lentement au-dessus de la maison. Inquiétude quand Olivier a vu son épouse prendre des photos. Il avait peur que le phénomène s'arrête et éventuellement vienne vers eux pour les intimider ou quoi que ce soit. Ils ont peut-être eu le souci de ne pas se faire repérer, mais en même temps, ils ont continué d'observer comme on aurait observé, je pense, la plupart d'entre nous. Oui. Vu les dimensions de l'engin dans le ciel, est-ce que vous avez posé la question de où il venait et où il allait, parce qu'à part passer vers le nord, ils ont Il venait de est ou sud-est, bon, il venait de la mer, de toute façon, c'est sûr. Après, la direction du phénomène, après, bon, elle s'en va sur Montpellier, tout ça, il n'y a pas de point particulier, à part un château d'eau qui se trouve précisément sur l'axe de direction du phénomène, supposément, lorsqu'il est parti, mais non, pas de point particulier. par d'autres témoins qui auraient pu voir, parce que 44 mètres sur 11, quand même. Non, 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 on a consulté les données sur Internet, tout ça, rien de plus. Du côté du GEPAN, rien de plus. Après, on est arrivé sur l'agglomération de Montpellier. On avait fait un appel des témoins dans la presse qui n'a rien donné. Non, rien de plus. Non, nous n'avons rien envoyé au GEPAN, non. Non, non, non. Est-ce que, suite à ce témoignage, est-ce qu'ils auraient eu la visite de certaines personnes? Non, ils n'ont reçu aucune visite, non. Non, non. Non, ils nous l'auraient dit, hein, on a des contacts très cordiaux. Non, ils n'ont pas la visite ou d'enquêteurs ou d'autres personnes s'intéressant à ce qu'ils ont vu. Tout à l'heure, à propos de, je ne sais pas si c'est dans le même cas, tu as dit que les témoins avaient vu l'objet qui se déplaçait à la vitesse de l'homme au pas. C'est ça. Oui, c'est ça, la vitesse du pas de l'homme, oui. Le cas se passe en France. Est-ce qu'en France, on a la possibilité de fabriquer un appareil de ces dimensions qui dépasse à la vitesse d'un homme ou pas? À ma connaissance, non. Non, non, tu as tout à fait raison. Ça n'aurait pas venu à l'esprit de se dire, mais Si, mais pour eux, c'est toujours un appareil expérimental militaire. Bon, c'est leur idée, que je ne rejoins pas forcément, mais ils n'associent pas pourtant cet appareil expérimental à un appareil français. Pour eux, ça peut être un appareil qui vient des États-Unis, de Russie, de Chine. Mais alors là, on peut se poser la question, pourquoi venir à Morin faire un essai expérimental de cette ampleur? Pourquoi pas aller dans le désert de l'Arizona, dans une zone complètement déserte, à l'abri des vues? Alors les triangles, ça revient souvent dans les témoignages aussi, même dans l'association, on nous rapporte souvent des triangles, hein. Le plus souvent ce sont ou des sphères lumineuses ou des triangles. Mais le triangle prend le pas un peu sur la soucoupe qu'on avait l'habitude de voir dans les années 70-80 par exemple. Tic-tac, oui, parce qu'on est devenu plus gourmand. Oui, en fait, je pense que le phénomène s'adapte d'une manière ou d'une autre à l'évolution de notre culture et de notre société, peut-être. Vincent, une telle masse, 44 mètres de long, 11 mètres de hauteur, qui marche au pas d'un homme à À 30 mètres. à faible distance, je ne peux me tromper, mais je ne pense pas qu'on sait faire. Non, non, je ne pense pas non plus, non. Il y a des Non, non. lois physiques Non, non, c'est impossible, hein. On ne
C'est impossible. On ne sait pas. Justement, d'où le raisonnement des témoins. C'est un appareil qui peut être qu'expérimental. Il peut voler en pleine nuit au-dessus d'un lotissement et sans aucune émission de bruit. Voilà. Donc pour eux, si tu veux, l'hypothèse extraterrestre, c'est trop avancé encore. C'est trop avancé. Mais, bon, ils ont un doute, hein, mais pour eux, ils sont restés sur comment dire, cette idée d'appareil militaire expérimental. Ouais. Ça se discute, hein, tout à fait. Oui. C'est l'explication qu'on donne toujours quand on Et oui, oui, oui. quand on ne sait pas quoi dire. Et oui, oui, oui. Oui. Personne sur Terre ne sait faire. L'appareil de ces dimensions, qui se déplace à la vitesse de l'homme ou pas, sans Puis là, on peut se mettre à la place des témoins. Les témoins, ils sont vraiment dans l'interrogation et c'est une hypothèse qu'ils soulèvent, mais bon, qui n'a pas été reprise par les enquêteurs. Comme vous l'avez vu, on n'a pas mis cette hypothèse dans nos conclusions, évidemment. Ça ne pouvait pas correspondre. Hein. Non, c'est un produit apparemment incolore, hein, puisque il n'y a pas de couleur particulière qui a été vue pendant l'émission de ces projections. Elles ont été en fait présentées par le déplacement de la brume environnante. Hein. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu de brume environnante, les jets de gaz n'auraient pas été perçus par les témoins. C'est ça. Par contre, je n'ai pas entendu le début de ta question. Oui, mais là, ils n'ont pas fait état de tout ça. La conscience n'a pas été altérée ni modifiée d'une manière ou d'une autre. Hein. Et CG se situe quand même assez haut. Je ne pense pas qu'il n'ait reçu quoi que ce soit comme produit. En tout cas, ils ne l'ont pas ressenti comme tel. Alors, on me fait signe que c'est la fin. Ben, écoutez, merci beaucoup.